Bonjour et bienvenue sur ce livre audio consacré à Flatland de Edwin Abbott. Vous êtes sur le point d'écouter une version condensée d'environ 57% par rapport au texte original afin de vous faire découvrir l'histoire tout en minimisant l'altération du texte. Si vous souhaitez cependant prendre pleinement connaissance de l'œuvre, il est recommandé de vous référer au texte original. Chapitre 1. La dédicace s'adresse aux habitants de l'espace en général et à H. Ce, en particulier, un humble carré originaire du pays des deux dimensions dédie cette œuvre dans l'espoir que, tout comme lui a été initié au mystère des trois dimensions, alors qu'il n'en connaissait que deux, les citoyens de cette région céleste élèveront leurs aspirations vers les secrets de la quatrième, de la cinquième ou même de la sixième dimension. L'objectif est de contribuer au développement de l'imagination et peut-être au progrès de la modestie au sein des races supérieures de l'humanité solide. La préface de l'éditeur à la deuxième édition révisée, datée de 1884, explique que si le pauvre ami de Flatland jouissait encore de la vigueur intellectuelle qui était la sienne au moment de composer ses mémoires, l'éditeur ne se serait pas substitué à lui. Cependant, des années de détention, le fardeau des sarcasmes et de l'incrédulité générale, ainsi que le vieillissement naturel de ses facultés mentales, ont effacé de l'esprit du carré bon nombre d'idées, de concepts et une grande partie de la terminologie acquise pendant son séjour à Spaceland. L'éditeur a donc accepté de répondre à sa place à deux objections, l'une intellectuelle et l'autre morale. La première objection concerne la perception d'une ligne par un habitant de Flatland. Un critique soutient que puisque l'objet contemplé doit avoir une certaine épaisseur pour être visible, un habitant de Flatland devrait reconnaître que ses compatriotes ne sont pas seulement longs et larges, mais également épais, quoique dans une très faible mesure, ou hauts. Cette objection paraît plausible et presque irréfutable pour un habitant de Spaceland. Le carré admet que la critique a raison en ce qui concerne les faits, mais conteste ses conclusions. Il explique qu'il est vrai que Flatland possède une troisième dimension, inconnue de ses habitants, que l'on pourrait appeler hauteur, tout comme Spaceland possède une quatrième dimension, dénommée extra-hauteur. Ayant eu le privilège de séjourner à Spaceland et de comprendre pendant 24 heures la signification du terme « hauteur », le carré reste perplexe face à cette notion et ne peut plus la saisir ni par le sens de la vue, ni par le raisonnement. Cela nécessite de sa part un acte de foi. La raison en est que l'idée de dimension implique une direction, une possibilité de mesure, et le plus et le moins. Or, toutes les lignes de Flatland sont également et infinitésimalement épaisses ou hautes. Par conséquent, elles n'ont rien qui puisse orienter l'esprit vers l'image de cette dimension. Le micromètre le plus délicat ne servirait à rien, car on ne saurait ni que mesurer, ni dans quelle direction le faire. Lorsque les habitants de Flatland se trouvent devant une ligne, ils voient quelque chose qui est long et brillant. L'éclat, tout autant que la longueur, est nécessaire à l'existence d'une ligne. Si l'éclat s'évanouit, la ligne disparaît. C'est pourquoi tous les amis du carré, lorsqu'il leur parle de cette dimension inconnue visible dans une ligne, répondent « Ah, vous voulez parler de l'éclat ». Lorsque le carré réplique que c'est à une véritable dimension qu'il fait allusion, il le rétorque « Alors mesurez-la, ou dites-nous dans quelle direction elle s'étend ». Cela réduit le carré au silence. Récemment, le Cercle suprême, grand prêtre, a visité la prison d'État pour la 7e année consécutive, demandant au carré s'il se sentait mieux. Le carré a essayé de lui prouver qu'il était non seulement long et large, mais également haut, bien qu'il ne le sût pas. Le Cercle suprême a répondu « Vous dites que je suis haut, mesurez ma hauteur, et je vous croirai ». Le carré, ne sachant comment relever ce défi, a perdu contenance, et le cercle est reparti triomphant. Le carré invite l'habitant de Spaceland à imaginer une situation identique. Si une personne de la quatrième dimension venait visiter un habitant de Spaceland et lui disait qu'il voit aussi, sans le savoir, une quatrième dimension dont on ne peut indiquer la direction ni la mesurer, l'habitant de Spaceland ne le ferait-il pas enfermer? Telle est la destinée du carré, et les habitants de Flatland agissent aussi naturellement en condamnant à la détention perpétuelle un carré coupable d'avoir prêché la troisième dimension, que les habitants de Spaceland en expédiant dans leur geôle un cube coupable d'avoir prêché la quatrième dimension. L'humanité aveugle est prompte à persécuter et se ressemble d'une dimension à l'autre. Que nous soyons point, ligne, carré, cube ou extracube, nous sommes tous enclins aux mêmes erreurs, tous esclaves de nos préjugés dimensionnels respectifs. La seconde objection est d'ordre moral. On reproche au carré d'être misogyne. Cette critique est adressée avec véhémence par un sexe qui, à Spaceland, est dans une position de supériorité numérique.
Le carré est si peu habitué à la terminologie morale de Spaceland que l'éditeur ne lui rendrait pas justice en transcrivant littéralement ses arguments de défense. En tant qu'interprète de sa pensée, l'éditeur résume qu'à ce que l'on a compris, le carré a changé d'avis pendant ses 7 années de détention, tant sur les femmes que sur les isocèles et les classes inférieures. Il se rapproche désormais personnellement des idées de la sphère, selon laquelle les lignes droites sont, sur bien des points importants, supérieures au cercle. Mais, fidèle à son rôle d'historien, il s'est identifié au point de vue généralement adopté par ses collègues de Flatland, et même par ceux de Spaceland, qui ont rarement jugé digne d'attention la destinée des femmes comme celle des masses, et ne l'ont jamais sérieusement analysée. Dans un passage plus obscur, le carré demande à l'éditeur de réfuter les tendances circulaires ou aristocratiques que certains critiques lui ont attribuées, tout en rendant justice aux facultés intellectuelles qui ont permis à un petit nombre de cercles de préserver pendant plusieurs générations leur suprématie sur l'immense multitude de leurs compatriotes. Il croit que l'histoire de Flatland parle d'elle-même, sans nécessité de commentaires, et montre que les révolutions ne peuvent pas toujours être étouffées dans le sang. Il pense aussi que la nature, en condamnant les cercles à l'infécondité, les a voués en définitive à l'échec. Il voit là l'application d'une grande loi commune à tous les univers. Tandis que la sagesse de l'homme croit œuvrer à un objectif, la sagesse de la nature le contraint à travailler dans un autre but, très différent et meilleur. Le carré demande enfin à ses lecteurs de ne pas supposer que tous les détails de la vie quotidienne à Flatland doivent nécessairement correspondre à ceux de Spaceland. Il espère toutefois que son ouvrage, considéré dans son ensemble, séduira l'imagination de certains habitants de Spaceland et amusera du moins ces esprits modestes et modérés qui, en parlant de choses importantes mais situées en dehors des limites de l'expérience, refusent de dire aussi bien « cela ne peut pas être » que « cela est obligatoirement ainsi et nous savons tout ce qu'il y a à savoir là-dessus ». Chapitre 2. Je vous invite à prendre patience, car le monde est vaste. J'appelle notre monde Flatland, ou le plat pays, non pas parce que nous l'utilisons comme nom officiel, mais pour aider mes lecteurs, privilégiés par leur existence dans l'espace tridimensionnel, à en saisir la nature. Imaginez une immense feuille de papier sur laquelle des lignes droites, des triangles, des carrés, des pentagones, des hexagones et d'autres figures géométriques se déplacent librement sur sa surface, sans pouvoir s'élever au-dessus ni s'enfoncer en dessous, à l'image d'ombre, bien qu'elle soit dure et dotée de bords lumineux. Vous avez alors une image fidèle de mon pays et de mes compatriotes. Il y a quelques années encore, j'aurais qualifié cet univers de mon univers, mais mon esprit s'est depuis ouvert à une conception supérieure de la réalité. Dans ce monde bidimensionnel, il est impossible qu'existe quoi que ce soit de solide, au sens où vous l'entendez. Cependant, vous pourriez supposer que nous parvenons à distinguer visuellement ces différentes figures, comme vous le faites. Au contraire, nous ne pouvons percevoir aucune telle distinction avec la netteté nécessaire. Nous ne voyons, et ne pouvons voir, que des lignes droites. La raison en est évidente si l'on observe une pièce de monnaie posée sur une table dans votre espace. En vous penchant dessus, elle apparaît comme un cercle, mais si vous reculez vers le bord de la table en baissant progressivement la tête, rapprochant ainsi votre perspective des conditions de vie des habitants de Flatland, la pièce devient ovale. Enfin, lorsque votre œil est exactement au niveau du bord de la table, faisant de vous, pour ainsi dire, l'un des nôtres, la pièce cesse d'apparaître ovale et se réduit à une simple ligne droite. Il en va de même pour un triangle, un carré ou toute autre figure découpée dans du carton. Regardée depuis un œil aligné avec la surface de la table, elle cesse d'apparaître comme une figure pour devenir une ligne droite. Prenons l'exemple d'un triangle équilatéral qui représente chez nous un commerçant de la classe respectable. Tel que vous le verriez en vous penchant au-dessus de lui, il apparaît comme une figure complète. Mais si votre œil s'approche du niveau de la table ou le rasait presque, il se transforme. Si votre œil est exactement au niveau de la table, comme c'est notre cas permanent, il se réduit à une ligne droite. J'ai entendu dire, lors de mon séjour à Spaceland, que vos marins font des expériences similaires en traversant les océans. Lorsqu'ils distinguent à l'horizon une île ou un rivage éloigné, les baies, les promontoires et les multiples angles de cette terre lointaine sont invisibles à distance. Sauf si le soleil révèle les reliefs par le jeu des ombres, ils ne voient rien d'autre qu'une ligne uniforme et grisâtre sur la mer. C'est exactement ce que nous voyons à Flatland lorsque l'un de nos amis triangulaires ou autres s'approche de nous. Chez nous, il n'y a ni soleil ni source de lumière produisant des ombres. Nous sommes donc dépourvus de ces aides visuelles qui existent chez vous. Si notre ami s'avance, nous voyons sa ligne s'élargir. S'il s'éloigne, elle diminue.
mais il reste toujours à nos yeux une ligne droite, qu'il soit triangle, carré, pentagone, hexagone, cercle ou autre. Vous vous demandez peut-être comment, dans des conditions aussi désavantageuses, nous parvenons à distinguer nos amis les uns des autres. Cette question, bien que naturelle, sera plus judicieusement traitée lorsque nous en arriverons à la description des habitants eux-mêmes. Permettez-moi pour l'instant d'évoquer le climat et les habitations de notre pays. Comme chez vous, nous avons 4 points cardinaux: nord, sud, est et ouest. En l'absence de soleil ou de corps céleste, nous ne pouvons déterminer le nord par les méthodes habituelles. Nous disposons toutefois de notre propre méthode. Une loi de la nature impose une attraction constante en direction du sud. Bien que cette attraction soit très légère dans les régions tempérées, au point qu'une femme, supposée bien portante, peut parcourir plusieurs centaines de toises vers le nord sans grande difficulté, ces effets sont suffisants pour servir de boussole sous la plupart de nos climats. La pluie, qui tombe à intervalles fixes toujours en provenance du nord, constitue une aide supplémentaire. Dans les villes, nous nous fions aux maisons dont les murs latéraux sont généralement orientés vers le nord et le sud, de sorte que les toits fassent obstacle à la pluie du nord. À la campagne, où il n'y a pas de maison, les troncs d'arbres servent de guide. Nous ne rencontrons donc pas autant de difficultés que vous pourriez le croire pour déterminer notre position. Néanmoins, dans les régions plus tempérées, où l'attraction sud est à peine sensible, il m'est arrivé, dans des plaines désolées dépourvues de maisons ou d'arbres repères, de devoir rester stationnaire pendant plusieurs heures, attendant la pluie pour reprendre mon voyage. Cette force d'attraction est beaucoup plus éprouvante pour les personnes âgées, affaiblies, et surtout pour nos délicates femelles, que pour le robuste sexe mâle. Ainsi, un homme bien élevé cédera toujours le côté nord à une dame qu'il rencontre dans la rue, ce qui n'est pas toujours facile lorsqu'on est pris de court, que l'on ne jouit pas d'une santé parfaite, et que l'on se trouve dans une région où il est difficile de distinguer le nord du sud. Nos maisons ne possèdent pas de fenêtres, car la lumière nous parvient également à l'intérieur et à l'extérieur, de nuit comme de jour, en tout lieu et à tout moment. D'où vient-elle? Nous l'ignorons. Quelle est l'origine de la lumière? Était jadis, pour nos érudits, une question du plus haut intérêt, souvent posée et résolue sans autre résultat que d'envoyer leurs chercheurs aux asiles de fous. Après avoir vainement tenté de restreindre ces recherches par de lourdes amendes, la législature les a finalement interdites absolument. Moi, hélas, moi seul à Flatland, je connais la véritable solution de ce mystère, mais je suis incapable de la rendre intelligible à un seul de mes compatriotes. Je suis accablé de sarcasme, moi, l'unique détenteur des vérités de l'espace, moi qui ai formulé la théorie de l'introduction de la lumière à partir du monde des 3 dimensions, traité comme un dément parmi les déments. Revenons à nos maisons. La forme la plus courante est pentagonale, à 5 côtés. Les 2 côtés nord, CD et 2, constituent le toit et n'ont généralement pas de porte. Il y a une petite porte à l'est pour les femmes et une autre, beaucoup plus grande, à l'ouest pour les hommes. Habituellement, le côté sud, servant de plancher, ne comporte pas de porte. Les maisons carrées et triangulaires sont interdites pour des raisons de sécurité. Les angles d'un carré, et davantage encore ceux d'un triangle équilatéral, étant beaucoup plus pointus que ceux d'un pentagone, et les lignes des objets inanimés étant plus obscures que celles des hommes et des femmes, les coins d'une résidence carrée ou triangulaire risqueraient fort d'infliger une blessure sérieuse à un voyageur étourdi ou distrait qui se jetterait brusquement contre eux. Dès le XIe siècle de notre ère, les maisons triangulaires ont donc été universellement interdites par la loi. Les seules exceptions concernent les fortifications, les poudrières, les casernes et autres bâtiments officiels dont il n'est pas désirable que le grand public approche sans circonspection. À cette époque, la construction de maisons carrées était encore admise partout, quoique découragée par une taxe spéciale, mais environ 3 siècles plus tard, les législateurs décidèrent que, dans toutes les villes dont la population excédait 10 000 habitants, l'angle d'un pentagone était le seul compatible avec la sécurité publique et qu'aucun angle plus grand ne pouvait être autorisé. Le bon sens de la communauté a secondé les efforts de la législature, et maintenant, même à la campagne, la construction pentagonale a pris le pas sur toutes les autres. Il n'est plus que de loin en loin, dans certaines régions agraires très reculées et arriérées, qu'un antiquaire a encore quelques chances de découvrir une maison carrée. Chapitre 3. Chez les habitants de Flatland,
La taille d'un adulte est évaluée à environ 11 pouces, 12 pouces étant le maximum. La société y est strictement hiérarchisée selon les formes géométriques. Les femmes sont de simples lignes droites, les soldats et les ouvriers des classes inférieures sont des triangles isocèles, possédant deux côtés égaux d'environ 11 pouces et une base extrêmement courte, créant un sommet à l'angle très aigu et redoutable. Même lorsque cette base dégénère jusqu'à un huitième de pouce, ils se confondent presque avec les lignes droites. La classe moyenne est composée de triangles équilatéraux, tandis que les professions libérales et les gentilshommes sont des carrés et des pentagones. La noblesse s'étend des hexagones aux figures à nombre de côtés croissants, jusqu'aux polygones, et culmine avec l'ordre circulaire ou ecclésiastique, dont les membres ont tellement de côtés que leur forme imite celle d'un cercle. La loi naturelle impose qu'un enfant mâle ait toujours un côté de plus que son père, assurant ainsi une ascension sociale générationnelle. Le fils d'un carré devient pentagone, celui d'un pentagone devient hexagone, et ainsi de suite. Cette règle ne s'applique pas aux commerçants et est encore moins présente parmi les soldats et ouvriers, dont les côtés inégaux les empêchent de bénéficier de cette progression. Le fils d'un isocèle reste isocèle cependant, une lueur d'espoir existe. Après de longs succès militaires ou un travail assidu, les membres intelligents des classes inférieures voient leur base s'élargir légèrement et leurs autres côtés se rétrécir, les rapprochant du triangle équilatéral. Des mariages mixtes, arrangés par les prêtres entre les fils et filles de ces individus améliorés, permettent d'approcher davantage de la perfection équilatérale. La naissance d'un vrai triangle équilatéral, issu de parents isocèles, est un événement exceptionnel célébré sur plusieurs lieux. Après un examen rigoureux du Conseil sanitaire et social, l'enfant, s'il est certifié régulier, est admis solennellement dans la classe des équilatéraux. Il est immédiatement retiré à ses parents, partagé entre orgueil et affliction, et adopté par un équilatéral sans descendance qui jure de ne plus jamais laisser l'enfant revenir dans son ancien foyer, ni regarder un membre de sa famille, par crainte qu'une influence héréditaire ne fasse retomber son développement. Cette ascension rare est saluée par les serfs, qui y voient une lueur d'espoir, et par l'aristocratie, qui comprend que ces phénomènes servent de barrière efficace contre les révolutions sans menacer les privilèges des classes supérieures. Si les classes laborieuses étaient dépourvues d'espoir, leur soulèvement, porté par leur nombre et leur force, aurait pu être dirigé par des chefs compétents, menaçant même la sagesse des cercles. Heureusement, une loi de compensation naturelle agit. À mesure que l'intelligence et les vertus augmentent chez les travailleurs, l'angle aigu, qui rend leur sommet physiquement dangereux, s'agrandit pour s'approcher de celui du triangle équilatéral, pourtant inoffensif. Ainsi, les soldats les plus brutaux, lorsqu'ils développent leurs facultés mentales nécessaires à l'emploi de leur puissance de pénétration, voient cette puissance physique diminuer. Cette loi de la compensation justifie, selon le narrateur, les origines divines de la constitution aristocratique de Flatland. Les polygones et les cercles utilisent cette loi pour étouffer la sédition à la source en exploitant l'espoir humain. L'art vient en aide à l'ordre. Les chirurgiens de l'État peuvent, par compression ou expansion artificielle, rendre certains chefs de rébellion réguliers et les admettre dans les classes privilégiées. D'autres, plus nombreux, sont persuadés d'entrer dans les hôpitaux d'État pour une détention honorable en attendant une possible anoblissement. Seuls quelques mutins obstinés, stupides et irréguliers, sont exécutés. Le reste de la populace, privée de chef et de plan, soit se laisse massacrer par l'armée du cercle suprême, soit s'entretue dans des guerres fratricides fomentées par le parti circulaire. Sur les 120 rébellions majeures et les 235 soulèvements mineurs enregistrés dans les annales, tous se sont achevés de cette manière. Chapitre 4. Bien que les triangles pointus des soldats soient redoutables, il convient de comprendre que les femmes de Flatland sont encore plus terribles. Si le soldat est un coin destiné à fendre, la femme, étant presque entièrement constituée de pointes aux deux extrémités, agit comme un aiguillon. Ajoutons à cela leur capacité à se rendre pratiquement invisible à volonté, et l'on comprendra que, dans Flatland, une femelle est une créature avec laquelle il ne faut plaisanter sous aucun prétexte. Pour éclairer les esprits les plus lents sur cette invisibilité, imaginez une aiguille posée sur une table. Si l'on observe la table depuis sa surface, on voit toute la longueur de l'aiguille, mais si l'on regarde depuis le bord, face à la pointe, celle-ci devient presque invisible, se réduisant à un simple point. Il en va de même pour les femmes. Lorsqu'elles se présentent de profil, elles apparaissent comme une ligne droite, mais si l'on regarde directement leur extrémité antérieure, où se trouvent l'œil et la bouche, on n'aperçoit qu'un point brillant.
Lorsque c'est leur partie postérieure qui fait face à l'observateur, elle est si obscure qu'elle sert d'anneau de giguès, les rendant invisibles. Les dangers encourus en cas de collision sont évidents, se heurter à un triangle de classe moyenne risque une entaille. Entrer en collision avec un officier militaire cause une blessure grave. Toucher le sommet d'un simple soldat est à peu près mortel. Mais se jeter sur une femme, c'est s'exposer à une destruction immédiate et complète. Lorsque la femme est invisible ou ne se présente que sous la forme d'un point d'une brillance atténuée, échapper à sa collision devient extrêmement difficile, même pour les individus les plus circonspects. Face à ce péril, divers États du plat pays ont voté des décrets pour le minimiser. Dans les régions méridionales, où la gravité est plus forte et les mouvements involontaires plus fréquents, les lois sont naturellement plus strictes. Le Code général repose sur 3 décrets fondamentaux. Premièrement, toute maison doit posséder, du côté est, une entrée exclusivement réservée aux femmes, par laquelle elles doivent entrer avec une attitude décente et respectueuse, distincte de la porte ouest réservée aux hommes. Deuxièmement, sous peine de mort, aucune femme ne doit se déplacer dans un lieu public sans pousser continuellement son cri de paix. Troisièmement, toute femme souffrant de la danse de Saint-Guy, de convulsions, d'un rhume chronique accompagné d'éternuements violents ou de toute autre maladie provoquant des mouvements involontaires, est immédiatement détruite. Certains États ont ajouté des lois complémentaires. Interdire aux femmes de se tenir dans un lieu public sans remuer constamment leur partie postérieure de droite à gauche pour avertir de leur présence. Obliger les femmes voyageuses à se faire suivre d'un fils, d'un domestique ou d'un mari, ou encore imposer une réclusion totale, sauf lors des fêtes religieuses. Cependant, les hommes d'État les plus sages ont compris qu'un code trop sévère était nuisible. La privation constante et les contraintes exaspèrent l'humeur des femmes, qui déchargent leur bile sur leurs maris et enfants. Il est arrivé, dans les régions les moins tempérées, que toute la population mâle d'un village soit exterminée en quelques heures par une révolte féminine simultanée. Ainsi, les 3 décrets suffisent aux États les mieux réglés. La principale sauvegarde ne vient pas de la législation, mais des intérêts propres des femmes. Si un mouvement rétrograde peut provoquer une mort instantanée, la femme doit également dégager immédiatement son extrémité acérée du corps de sa victime en agonie pour éviter que son propre frêle organisme ne soit détruit par les soubresauts de la mort. Et les lois de la mode jouent également en notre faveur. Dans les États les moins civilisés, la loi imposait de remuer l'extrémité postérieure. C'est devenu, depuis des temps immémoriaux, un instinct naturel chez les dames de bonne éducation. L'ondulation rythmique des dames de rang circulaire est enviée par l'épouse d'un équilatéral, qui se contente d'une oscillation monotone semblable à un pendule. Cette dernière est à son tour imitée par l'épouse d'un isocèle ambitieux, chez qui ce mouvement postérieur n'était pas encore une nécessité. Ainsi, dans les familles de rang social, ce balancement régulier protège les maris et les fils des attaques invisibles. Cependant, il ne faut pas en conclure que les femmes dénues de nature affectueuse. Leur passion du moment l'emporte sur toute autre considération, conséquence inévitable de leur conformation déficiente. Dépourvues d'angle, elles sont inférieures aux plus misérables des isocèles sur ce plan, ce qui les prive de cérébralité, de réflexion, de jugement et presque de mémoire. Dans leurs accès de furie, elles oublient les droits de leurs victimes sur leur affection. L'auteur relate le cas d'une femme qui extermina toute sa maisonnée et, une demi-heure après, sa rage passée et les débris balayés, demanda ce qu'il était advenu de son mari et de ses enfants. Il ne faut donc jamais irriter une femme tant qu'elle est capable de se retourner. Dans les appartements conçus pour lui ôter cette faculté, on peut dire et faire ce que l'on veut. Elle est réduite à une totale impuissance et oubliera, dans quelques minutes, l'incident qui la menaçait de mort et les promesses faites pour apaiser sa furie. Globalement, les relations conjugales sont gérables dans les foyers bien réglés, mais le manque de tact des maris dans les classes inférieures des classes militaires cause parfois des désastres. Ces individus, fiers de leurs angles aigus et négligeant le bon sens, irritent leurs épouses par des expressions mal avisées ou refusent de rétracter leurs paroles. Leur respect brutal de la vérité les empêche des débauches de promesses qui apaisent un cercle. Ces imprudences mènent à des massacres, qui paradoxalement ne sont pas sans avantage. Ils éliminent les isocèles les plus grossiers et tapageurs, endiguant ainsi l'accroissement excessif de la population et étouffant la révolution dans l'œuf. Néanmoins, l'idéal de la vie familiale n'est pas aussi élevé que chez les lecteurs du Spaceland. Si la paix règne là où l'absence de massacre le permet, l'harmonie des goûts et des activités fait défaut,
la sécurité des cercles est acquise au prix du confort domestique. Dans les foyers circulaires ou polygonaux, une coutume ancestrale, devenue instinctuelle pour les femmes de haut rang, veut que les mères et les filles gardent constamment l'œil et la bouche tournés vers leur mari et ses amis mâles. Tourner le dos à l'époux serait un mauvais présage et un manque de dignité. Cette coutume, bien que sécuritaire, a ses inconvénients dans les maisons des ouvriers ou des commerçants, où la femme peut tourner le dos pendant les travaux domestiques. Il y a des moments de calme où elle ne se fait ni voir ni entendre, hormis le bourdonnement de son cri de paix. Mais dans les résidences des classes supérieures, la tranquillité est absente. La bouche volubile et l'œil à l'éclat pénétrant sont dirigés en permanence vers le maître de maison. La lumière ne s'écoule pas plus persistamment que le torrent du bavardement féminin. Le tact et l'habileté suffisent à éviter l'aiguillon, mais sont impuissants à fermer la bouche. Comme l'épouse n'a rien à dire et manque totalement d'esprit, de bon sens et de conscience, il n'est pas rare d'entendre des cyniques déclarer qu'ils préfèrent le danger de l'aiguillon meurtrier mais inaudible à l'autre extrémité, bruyante et inoffensive, de la femme. La condition des femmes de Flatland est déplorable, et ce jugement est partagé par les lecteurs du pays de l'espace. Un mâle isocèle du type le plus bas peut espérer améliorer son angle et voir sa caste s'élever dans l'échelle sociale, mais ses espoirs sont inaccessibles au sexe féminin. Femme un jour, femme toujours, est le décret de la nature. Les lois de l'évolution semblent refuser de s'exercer en sa faveur. Toutefois, cette sage disposition, en interdisant tout espoir aux femmes, les a également privées de la mémoire nécessaire pour se rappeler et de la pensée pour prévoir les chagrins et les humiliations qui constituent la base de la constitution sociale de Flatland. Chapitre 5. Chers lecteurs, vous qui vivez dans la région des 3 dimensions, possédez 2 yeux, jouissez du sens de la perspective et pouvez contempler la circonférence entière d'un cercle ou voir un angle. Comment pourrais-je vous faire comprendre les difficultés extrêmes avec lesquelles nous, habitants de Flatland, reconnaissons nos configurations respectives? Dans notre monde bidimensionnel, tous les êtres, qu'ils soient animés ou non, apparaissent à notre regard comme une simple ligne droite, ou presque. Comment distinguer autrui dans cette monochromie visuelle? La réponse réside dans 3 méthodes principales, dont la première est l'ouïe. Le sens de l'ouïe est chez nous bien plus développé que chez vous. Il nous permet non seulement d'identifier nos amis par leur voix, mais aussi de distinguer les 3 ordres inférieurs de la société, l'équilatéral, le carré et le pentagone. Cependant, cette méthode devient moins fiable à mesure que l'on s'élève dans l'échelle sociale. Les voix tendent à s'assimiler, et l'aristocratie méprise cette faculté comme une vertu plébéienne. De plus, la fraude est aisée. Dans les ordres inférieurs, les organes vocaux sont si développés qu'un isocèle peut imiter la voix d'un polygone, voire d'un cercle, avec un peu d'entraînement. Face à ces risques d'imposture, on recourt alors à la méthode du toucher, largement employée par les femmes et les classes inférieures pour identifier la classe d'un étranger. Cette pratique équivaut à la cérémonie de présentation dans la bonne société de Spaceland. Dans les campagnes, où l'on conserve les anciens usages, la formule est « Permettez-moi de vous faire toucher mon ami monsieur untel, qui aura l'honneur de vous toucher à son tour ». Dans les villes et les milieux d'affaires, la phrase est abrégée en « Permettez-moi de vous faire toucher monsieur untel », la réciprocité étant sous-entendue. Les jeunes gens modernes, fringants et indifférents à la pureté linguistique, condensent encore davantage l'expression en utilisant le terme « toucher » dans un sens technique, arrivant parfois au barbarisme mondain. Mr. Smith, permettez-moi de toucher Mr. Jones. Il est crucial de préciser que le toucher n'est ni fastidieux ni inefficace. Grâce à une pratique intensive débutant à l'école et affinée par l'expérience, nous distinguons immédiatement, dès le premier contact, les angles d'un triangle équilatéral de ceux d'un carré ou d'un pentagone. Même le sommet aigu et sans cervelle d'un isocèle est reconnaissable au toucher le plus inexpérimenté, révélant ainsi la classe de l'interlocuteur. Toutefois, cette méthode atteint ses limites au sein de la haute noblesse. Un agrégé de l'université de Wennbridge a lui-même confondu, dit-on, un polygone à 12 côtés avec un autre à 10 côtés. Aucun docteur S-sciences ne peut garantir qu'il distinguerait instantanément un membre de l'aristocratie à 20 ou 24 côtés. La prudence est donc de rigueur lors de ces présentations par contact, comme le rappelle le code législatif concernant les femmes. Les angles pointus risquent d'infliger au toucheur imprudent une blessure fatale. Il est essentiel pour la sécurité du toucher que le toucher reste absolument immobile. Un sursaut, un changement brusque de position, voire un éternuement violent, peuvent avoir des conséquences désastreuses. Cela est particulièrement vrai pour les classes inférieures des triangles,
dont l'œil est situé si loin du sommet qu'ils ont peu conscience de ce qui s'y passe, et dont la nature grossière est peu sensible au toucher délicat des polygones supérieurs. Un mouvement involontaire de la tête a ainsi, maintes fois, privé l'état d'existence précieuse. Je me souviens des lamentations de mon excellent grand-père, membre de la classe isocèle, qui déplorait un accident survenu à son arrière-arrière-arrière-grand-père. Cet ancêtre, ouvrier respectable dont l'angle de cerveau mesurait 59,30°, souffrait de rhumatisme lorsqu'il fut touché par un polygone. Il eut un brusque sursaut et transperça accidentellement le grand homme en pleine diagonale. Sous l'effet de sa longue détention, de sa dégénérescence et du choc moral ressenti par sa parenté, la famille recula d'1,5 degré dans son ascension sociale. À la génération suivante, le cerveau familial fut coté à seulement 58 degrés. Il fallut attendre 5 générations supplémentaires pour regagner le terrain perdu, atteindre les 60 degrés et quitter définitivement la classe des isocèles pour entrer dans celle des réguliers. Voilà la série de calamités pouvant découler d'un simple accident lors d'une opération de toucher. Certains lecteurs instruits pourraient s'étonner. Comment, à Flatland, peut-on savoir quoi que ce soit des angles, des degrés ou des minutes, alors que nous ne voyons qu'une ligne droite? Nous répondons que si nous ne pouvons pas voir les angles, nous pouvons les inférer, avec une grande précision. Notre sens du toucher, stimulé par la nécessité et développé par un long entraînement, nous permet de distinguer les angles avec une exactitude que votre sens de la vue, sans instrument, ne peut atteindre. De plus, la nature elle-même nous fournit des repères. Une loi naturelle veut que le cerveau de la classe isocèle commence à un demi-degré, 30 minutes, et s'accroisse d'1 demi-degré par génération jusqu'à atteindre l'objectif de 60 degrés. À ce stade, l'individu échappe au servage et devient un homme libre, entrant dans la classe des réguliers. La nature nous offre ainsi une échelle ascendante, ou alphabet des angles, gradué en demi-degrés jusqu'à 60. Des spécimens de cette échelle sont placés dans toutes les écoles élémentaires du pays, en raison de régressions morales et intellectuelles, ainsi que de la fécondité des criminels et des vagabonds. Il existe un excès d'individus cotés à 1 demi ou 1 degré, et jusqu'à 10 degrés, les spécimens ne manquent pas. Ces individus sont privés de tous leurs droits civiques, et, n'ayant pas assez d'intelligence pour la guerre, ils sont consacrés par l'État au service de l'éducation. Enchaînés pour écarter tout danger, ils sont placés dans les classes des écoles maternelles pour impartir aux enfants des classes moyennes le tact et l'intelligence qui leur manquent. Dans certains États, ces spécimens sont nourris et leur vie prolongée. Mais dans les régions les mieux réglées, il est jugé plus avantageux, pour des raisons pédagogiques, de ne pas les nourrir et de les renouveler tous les mois, durée moyenne de la vie des classes criminelles privées de nourriture. Dans les écoles moins coûteuses, où l'on laisse vivre le spécimen plus longtemps, on perd en précision car les angles s'émoussent après quelques semaines de toucher constant. Le système dispendieux a l'avantage supplémentaire de réduire légèrement la population isocèle surabondante, objectif constant de tout homme d'État de Flatland, bien qu'une réaction existe en faveur du système bon marché dans les écoles à conseil élu, je pense personnellement que la dépense est ici véritable économie. Ainsi, le toucher n'est ni ennuyeux ni peu concluant, il est même plus sûr que la méthode auditive. Il reste néanmoins une objection majeure, les risques qu'il comporte. Pour cette raison, bon nombre d'individus des classes inférieures et moyennes, ainsi que toutes les personnes des classes polygonales et circulaires sans exception, préfèrent une troisième méthode, dont je réserve la description au chapitre suivant. Chapitre 6. Je comprends que mes lecteurs puissent trouver mes explications contradictoires. J'affirmais précédemment que toutes les figures de Flatland apparaissent comme des lignes droites, rendant la distinction visuelle impossible entre les classes, puis j'explique maintenant comment le sens de la vue permet pourtant de se reconnaître. Cette apparente contradiction s'éclaire si l'on se remémore que j'avais qualifié la méthode du toucher d'universelle uniquement pour les classes inférieures. Dans les classes supérieures et sous des climats tempérés, la méthode visuelle est effectivement pratiquée. Ce pouvoir existe théoriquement partout grâce au brouillard, élément qui, bien que considéré comme un mal dans votre pays de l'espace car il obscurcit le paysage et affaiblit la santé, est pour nous une bénédiction, le père nourricier des arts et des sciences. Sans le brouillard, toutes les lignes nous sembleraient identiques, comme c'est le cas dans les régions sèches et transparentes. Mais là où le brouillard est abondant, la clarté des objets diminue avec la distance. Un objet à 3 pieds est plus obscur qu'un objet à 2 pieds 11 pouces. Cette variation de luminosité permet, par une observation expérimentale attentive, de déduire avec précision la configuration de l'objet observé. Pour illustrer cela,
supposons que je doive distinguer un marchand, triangle équilatéral, d'un médecin, pentagone, qui s'approche de moi. Si je place mon œil de manière à couper en deux l'un de leurs angles, mon regard les verra tous deux sous le même angle. Dans le cas du marchand, je verrai une ligne droite dont le point médian, étant le plus proche, est le plus brillant, mais qui disparaît rapidement dans l'obscurité sur les côtés, car les angles s'éloignent vite dans le brouillard. En revanche, avec le médecin, bien que je vois aussi une ligne brillante au centre, celle-ci s'estompe moins vite car ses côtés s'éloignent plus progressivement. Les extrémités restent donc moins obscures. Grâce à cet entraînement constant, les gens des classes instruites peuvent distinguer les individus des ordres moyens et inférieurs avec une grande précision. Cependant, il ne faut pas sous-estimer la complexité de cette tâche. Si mon père, le triangle, s'approche en me présentant son côté plutôt que son angle, je pourrais le confondre avec une ligne droite, donc une femme, tant que je ne l'aurais pas invité à pivoter ou contourner. De même, face à un de mes petits-fils hexagonaux, je ne vois qu'une ligne claire, son côté, et deux lignes obscures, les autres côtés. Dans une foule de polygones de haut rang en mouvement, les problèmes sont encore plus subtils, éprouvant l'intelligence des esprits les plus élevés. C'est pourquoi l'art de la connaissance visuelle est enseigné à l'université de Westbridge, réservé à l'élite aristocratique qui peut consacrer temps et fortune à cette étude. Pour les classes inférieures, le toucher reste la norme par nécessité économique, mais cela crée un désavantage social. Ceux qui apprennent à toucher jeunes ne peuvent jamais voir parfaitement. Ainsi, dans les classes supérieures, le toucher est découragé, voire interdit sous peine de rustrification ou d'expulsion. Les jeunes des classes polygonales, bien qu'initialement moins vifs que les commerçants triangulaires, rattrapent rapidement leur retard après leurs études universitaires. Les rares individus de la classe polygonale qui échouent à l'examen de sortie sont méprisés par tous, exclus des professions libérales et du mariage convenable, leur progéniture étant souvent déficiente. Cette minorité a parfois mené des révoltes, poussant certains hommes d'État à proposer leur élimination pure et simple, bien que je défende une voie médiane. Si la guérison chirurgicale de l'irrégularité est impossible, on doit mettre fin aux souffrances de l'individu sans douleur. Passons maintenant aux figures irrégulières à Flatland. Tous les êtres sont des figures régulières, c'est-à-dire aux côtés égaux. Une femme est une ligne droite, un artisan ou soldat a deux côtés égaux, un marchand 3, un homme de loi 4. Cette égalité des côtés garantit l'égalité des angles, permettant de déterminer la forme d'un individu en touchant ou en voyant un seul angle. Si les côtés étaient inégaux, les angles le seraient aussi, rendant impossible toute distinction rapide et plongeant la société dans le chaos. La régularité est donc un pilier fondamental de notre civilisation, soutenu par la nature et la loi. L'irrégularité est considérée comme une perversion grave, associée à la criminalité morale. Certains soutiennent que la société rend l'irrégulier amer et criminel par la discrimination, mais je rejette cet argument. Les intérêts du plus grand nombre exigent le rejet de l'irrégularité. Laisser survivre des monstres géométriques compromettrait la sécurité, la confiance sociale et l'ordre militaire. Toutefois, je ne recommande pas la destruction systématique de tout nouveau-né présentant une déviation, car certains génies ont pu naître avec de légères irrégularités guéries par la médecine. Je propose plutôt, si la guérison est impossible, une fin de vie indolore pour les cas sévères. La vie à Flatland est esthétiquement terne, car tout n'est qu'une ligne variant en clarté et obscurité. Autrefois, cependant, la couleur existait. La tradition rapporte qu'un rentier pentagone nommé Chromatistes découvrit la peinture et décora sa maison, ses esclaves et lui-même. Son succès fut immédiat. Il attirait l'attention, évitait les confusions et les collisions, et n'avait plus besoin de proclamer sa présence vocalement. La mode se répandit rapidement. En un an, presque toute la population, hormis la haute noblesse, se peignit. 2 générations plus tard, seules les femmes et les prêtres restaient incolores. Les femmes, n'ayant qu'un côté, aucun côté au sens pluraliste, et les prêtres, se considérant comme des cercles parfaits sans côté, ne trouvaient pas d'argument pour justifier la peinture basée sur la distinction des côtés. Ils gardèrent leur pureté originelle. Cette époque, bien qualifiée d'immorale et anarchique par les autorités, fut l'enfance glorieuse de l'art à Flatland. La vie y était un délice visuel, des assemblées aux revues militaires où les couleurs vives des troupes étaient éblouissantes. Cette splendeur enrichit même notre langage et notre poésie, dont les vestiges subsistent aujourd'hui dans un langage devenu plus scientifique et austère. Chapitre 7. Le déclin rapide des arts intellectuels s'accentuait, la connaissance visuelle n'étant plus jugée nécessaire et la géométrie,
qu'elles soient statiques ou cinétiques, étant considérées comme superflues. Les universitaires eux-mêmes méprisaient puis négligeaient totalement cette étude. Dans les écoles élémentaires, l'art inférieur du toucher subissait le même sort, profitant de ce désintérêt, les classes isocèles, arguant que les spécimens n'étaient plus d'aucune utilité, refusèrent de payer le tribut habituellement levé sur les criminels par les services de l'éducation. Se sentant allégés de cet antique fardeau qui permettait autrefois de dompter leur nature brutale et de contrôler leur prolifération excessive, elles devenaient chaque jour plus nombreuses et plus insolentes. Les soldats et les artisans affirmèrent avec véhémence, et non sans raison, qu'il n'existait presque plus de différence entre eux et les polygones des classes les plus élevées. Puisque ces derniers se trouvaient à présent à égalité avec les inférieurs, étant à même de résoudre toutes les difficultés et tous les problèmes de la vie, statiques ou cinétiques, par la méthode très simple de la connaissance par la couleur, les classes inférieures réclamèrent avec audace l'interdiction légale de tous les arts exclusifs et aristocratiques, et, par voie de conséquence, l'abolition de tous les avantages financiers destinés à encourager l'étude de la connaissance visuelle, des mathématiques et du toucheur. Ils allèrent encore plus loin en déclarant que la couleur, seconde nature ayant rendu inutiles les distinctions aristocratiques, devait être reconnue par la loi comme fondement de droits absolument égaux pour tous les individus et toutes les classes. Trouvant les ordres supérieurs hésitants et indécis, les chefs de la Révolution poussèrent leurs exigences plus loin, voulant que toutes les classes, sans excepter les prêtres et les femmes, rendissent hommage à la couleur en acceptant de se faire peindre. Face à l'objection selon laquelle les prêtres et les femmes n'avaient pas de côté, les révolutionnaires rétorquèrent que les lois de la nature et les nécessités de la vie décrétaient que la moitié antérieure de tout être humain, celle contenant l'œil et la bouche, devait être distincte de la moitié postérieure. Ils introduisirent donc devant une assemblée générale et extraordinaire de tous les États de Flatland un projet de loi proposant que, chez toute femme, la moitié contenant l'œil et la bouche fût peinte en rouge et l'autre en vert. Les prêtres devaient subir le même sort. Du rouge serait appliqué au demi-cercle dont l'œil et la bouche formaient le point médian, et l'autre moitié serait colorée en vert. Cette proposition, d'une grande ruse, émanait en fait non d'un isocèle, car aucun être aussi peu évolué n'aurait eu l'angularité suffisante pour apprécier ou concevoir une telle merveille de stratagème politique, mais d'un cercle irrégulier. Cet individu, au lieu d'être détruit dès l'enfance, avait eu la folle clémence d'être laissé survivre pour semer un jour la désolation dans son pays et entraîner à la mort des milliers de disciples. Le premier but de ce projet de loi était de gagner les femmes de toute classe à l'innovation chromatique. En leur assignant les mêmes couleurs qu'aux prêtres, les révolutionnaires s'assuraient que, dans certaines positions, n'importe quelle femme pût passer pour un prêtre et se voir traitée avec la déférence et le respect correspondant, une perspective qui ne pouvait manquer de séduire massivement le sexe féminin. Certains lecteurs pourraient ne pas saisir comment, au terme de la nouvelle législation, les prêtres et les femmes pouvaient revêtir une apparence identique. Si l'on imagine une femme colorée selon le nouveau code, sa moitié antérieure, celle qui contient l'œil et la bouche, étant peinte en rouge et sa moitié postérieure en vert, et si l'on regarde de côté, on voit une ligne droite, moitié rouge, moitié verte. À l'inverse, un prêtre dont la bouche est représentée par le point M et dont le demi-cercle antérieur, AMB, est coloré en rouge, tandis que son demi-cercle postérieur est vert, présente un diamètre AB séparant le vert du rouge. Si l'on se place pour contempler ce grand homme dans une position telle que l'œil soit dans le prolongement de son diamètre, AB, on voit une ligne droite, CBD, dont une moitié, CB, est rouge et l'autre, BD, verte. Cette ligne entière, CD, peut être un peu plus courte que celle d'une femme adulte et s'estomper plus rapidement vers les extrémités, mais au premier coup d'œil, l'identité des couleurs fait conclure à l'identité de la classe, faisant négliger les autres détails. Compte tenu du déclin de la connaissance visuelle qui menaçait la société à l'époque de la révolte des couleurs, et sachant que les femmes auraient rapidement appris à estomper leurs extrémités pour imiter les cercles, il est facile de comprendre avec quelle facilité le projet de loi sur la couleur aurait fait courir le risque de confondre un prêtre et une jeune femme. On imagine facilement l'attrait de cette perspective pour le sexe faible. Les femmes se faisaient à l'avance une joie des désordres qui s'ensuivraient. Chez elles pourraient surprendre des secrets ecclésiastiques et politiques destinés non point à elles, mais à leurs époux et à leurs frères, ou même donner des ordres en usurpant l'identité d'un cercle sacré. Dehors, la juxtaposition du rouge et du vert, frappante pour les yeux, aurait certainement pour effet d'induire maintes fois en erreur les gens du commun, et les femmes y gagneraient en déférence auprès des passants ce que les prêtres y perdraient. Quant au scandale qui atteindrait la classe circulaire si la conduite frivole et malséante des femmes lui était imputée,
et à la subversion à laquelle la Constitution serait ainsi exposée, on ne pouvait pas s'attendre à ce que le sexe faible y accordât la moindre pensée. Même dans les familles circulaires, les femmes se prononçaient toutes en faveur de ce projet de loi sur la couleur. Le second objectif de cette proposition était de parvenir graduellement à démoraliser les cercles eux-mêmes. Au milieu de la décadence intellectuelle générale, ils conservaient encore leur pureté d'antan et leur puissance de compréhension. Familiarisés dès leur plus tendre enfance, dans leur manoir circulaire, avec l'absence totale de couleur, seuls les nobles préservaient l'art sacré de la connaissance visuelle, avec tous les avantages que donne cet admirable entraînement de l'intellect. Ainsi, jusqu'à l'introduction de ce projet de loi, les cercles avaient non seulement tenu bon, mais encore pris un ascendant supplémentaire sur les autres classes, en s'abstenant de céder à la mode populaire. L'artificieux irrégulier, véritable auteur de ce projet diabolique, résolut donc de miner la dignité de la hiérarchie en obligeant les nobles à se soumettre à la pollution de la couleur et, du même coup, de détruire toutes les possibilités d'entraînement à l'art de la connaissance visuelle qu'ils trouvaient encore chez eux, afin d'affaiblir leur intellect en les privant de ce milieu pur et sans couleur dans lequel ils vivaient. Une fois effleurés par la souillure chromatique, enfants et parents se contamineraient les uns les autres. Le seul problème qui se poserait à la jeune intelligence du petit cercle consisterait à distinguer son père de sa mère. Et encore, les impostures maternelles viendraient-elles trop souvent déformer les données, ce qui aurait pour effet d'ébranler la confiance de l'enfant dans toutes les conclusions logiques. Ainsi, le lustre intellectuel de l'ordre ecclésiastique se ternirait par degrés, et ce serait la première étape sur la route désormais ouverte qui mènerait à la destruction totale de la législature aristocratique et à la subversion des classes privilégiées. Chapitre 8. L'agitation en faveur du projet de loi instituant l'usage universel de la couleur se prolongea pendant 3 ans, menaçant de porter l'anarchie à son apogée. Une armée privée de polygones fut anéantie par une force supérieure de triangles isocèles, les carrés et les pentagones restant neutres. La situation s'aggrava encore par des drames conjugaux. Enivrées par l'animosité politique, des épouses de nobles supplièrent leurs maris de soutenir le projet. Devant le refus de ces derniers, certaines femmes se jetèrent sur leurs époux et leurs enfants, les massacrant avant de mourir elles-mêmes dans le carnage. Durant cette période de trouble, 23 cercles périrent de la discorde domestique, plaçant les prêtres face au choix entre soumission et extermination. Le cours des événements bascula grâce à un incident pittoresque dont l'impact disproportionné sur l'opinion publique échappa aux prévisions des hommes d'État. Un isocèle de faible intelligence, ayant pillé la boutique d'un commerçant, se peignit accidentellement ou volontairement en 12 nuances réservées aux dodécagonés. Sur la place du marché, déguisant sa voix, il aborda une jeune vierge, fille orpheline d'un noble polygone qu'il avait autrefois courtisée en vain. Grâce à une série de stratagèmes, de coups de chance et à la négligence fatue des parents de la jeune femme qui ignorèrent les précautions d'usage, il parvint à l'épouser. La fraude fut découverte lorsque l'épouse se suicida. Cette catastrophe, propagée rapidement d'un état à l'autre, bouleversa l'esprit des femmes. La sympathie pour leurs congénères infortunés, couplée à la peur d'être victimes de tromperies similaires ou de voir leur fille piégée, fit voir le projet de loi sous un jour nouveau. Nombre d'entre elles s'y opposèrent ouvertement, et il aurait suffi de peu pour gagner les autres. Profitant de cette opportunité, les cercles réunirent les États en assemblée extraordinaire, assurant la présence d'une garde de condamnés et d'un grand nombre de femmes hostiles au projet. Le cercle suprême de l'époque, nommé Pantocyclus, prit la parole devant 120 000 isocéluants. Il rétablit le silence en annonçant que la hiérarchie céderait aux vœux de la majorité et accepterait le projet de loi. Les applaudissements remplacèrent les huées. Pantocyclus invita alors Chromatistès, chef des factieux, à s'avancer pour recevoir la soumission de la hiérarchie au nom de ses troupes. Chromatistès prononça un discours d'une journée entière, chef-d'œuvre de rhétorique. Avec une objectivité apparente, il déclara nécessaire d'examiner les avantages et inconvénients de la réforme. Il évoqua les dangers pour les commerçants, les professions libérales et les gentilshommes, mais affirma son intention d'accepter le projet si la majorité le souhaitait. Toutefois, ces paroles émurent tous, hormis les isocèles, qui se sentirent hostiles ou neutres. Il s'adressa ensuite aux ouvriers, rappelant que leurs intérêts ne devaient pas être négligés. Il leur expliqua que beaucoup étaient sur le point d'être admis dans la classe des triangles réguliers, ou attendaient une distinction pour leurs enfants. Avec l'adoption universelle de la couleur, toute distinction cesserait, régularité et irrégularité seraient confondues, entraînant une régression sociale. En quelques générations, l'ouvrier retomberait au niveau du militaire, voire du condamné. Le pouvoir politique passerait au plus grand nombre,
c'est-à-dire aux classes criminelles, qui l'emportaient déjà en nombre et deviendraient majoritaires si les lois compensatrices de la nature étaient violées. Un murmure d'assentiment courut dans les rangs des artisans chromatistes. Alarmé, voulut intervenir mais fut cerné par les gardes et réduit au silence. Le cercle suprême prit alors la parole avec passion, faisant appel aux femmes. Il affirma que, si le projet était voté, jamais plus le mariage ne serait à l'abri des impostures, ni l'honneur féminin en sécurité. La fraude, le mensonge et l'hypocrisie envahiraient chaque foyer, détruisant le bonheur domestique. La mort, plutôt que ce destin, s'écria-t-il. Ces mots étaient le signal convenu, les condamnés isocèles se jetèrent sur Chromatistes et le transpercèrent. Les classes régulières ouvrirent leurs rangs, laissant passer des bandes de femmes, invisibles et invincibles, qui marchèrent à reculons sur les soldats surpris. Les artisans firent de même, des phalanges de condamnés bloquèrent toutes les issues. Le carnage fut rapide grâce à la stratégie des cercles. Les attaques féminines furent fatales, et beaucoup purent extraire leur aiguillon intact pour un second massacre. Les isocèles, surprises, privés de chef, attaqués de face par des ennemis invisibles et coupés de toute retraite, perdit tout sang-froid et cria à la trahison. Chaque isocèle vit un ennemi dans l'autre, en une demi-heure, il ne resta aucun survivant parmi les 7 fois 20 000 membres des classes criminelles. Les cercles poussèrent leur avantage, ils épargnèrent les ouvriers, mais les décimèrent, tout triangle soupçonné d'irrégularité fut détruit par une cour martiale, sans recours au conseil social. Une tournée d'inspection d'un an suivit, durant laquelle toutes les maisons des militaires et des artisans furent visitées. Une purge systématique eut lieu dans chaque ville, village et hameau, corrigeant l'excès de population accumulé par la négligence du tribut légal de criminels dû aux écoles et aux universités, et par la violation des autres lois naturelles. L'emploi de la couleur fut aboli. Sa possession interdite toute allusion verbale à la couleur, sauf par les cercles où les professeurs de sciences qualifiés, fut sévèrement punie. Seule l'université autorise une utilisation prudente de la couleur pour illustrer des problèmes mathématiques ésotériques auxquels le narrateur n'a pas assisté. Partout ailleurs, la couleur a disparu, son art de fabrication est connu d'un seul être vivant, le cercle suprême en exercice, qui transmet son secret à son successeur sur son lit de mort. Une seule usine la produit, et les ouvriers y sont exécutés chaque année pour éviter les fuites, remplacés par d'autres. La terreur que cette époque inspire encore à l'aristocratie de Flatland est immense. Le narrateur abandonne alors cette description de la vie à Flatland pour aborder son sujet essentiel, son initiation au mystère de l'espace. Il passe sous silence de nombreux détails physiques de leur existence, comme leur propulsion sans pied, la fixation de leurs édifices sans main, la nature de la pluie née dans les intervalles de leur zone, ou leur alphabet adapté aux tablettes linéaires, estimant que ces informations, bien qu'intéressantes, ne serviraient pas à la compréhension de son lecteur pressé. Il souhaite néanmoins offrir quelques observations sur les prêtres, piliers de la Constitution. Dans ce pays, les prêtres sont les administrateurs exclusifs des affaires, des arts, des sciences, du commerce, de l'armée, de l'architecture, de la technique, de l'éducation, de la politique, de la législature, de la moralité et de la théologie. Ils ne font rien eux-mêmes, mais sont la cause de tout ce qui vaut la peine d'être fait. Bien que le peuple croie les cercles de forme circulaire, les classes instruites savent qu'un cercle est un polygone possédant un très grand nombre de côtés extrêmement petits. Plus le nombre de côtés augmente, plus la forme se rapproche du cercle. Pour un polygone à 300 côtés, chaque côté mesure environ 1/10 de pouce. Pour un autre à 6 ou 700, la longueur est proche du diamètre d'une tête d'épingle. La courtoisie exige de prêter 10 000 côtés au cercle suprême en exercice. L'ascension vers la postérité circulaire n'est pas limitée par la loi de la nature qui restreint l'augmentation des côtés à 1 par génération pour les classes régulières. La propagation circulaire est soumise à 2 lois antagonistes, l'accélération du développement avec l'élévation sociale et la diminution de la fertilité. Il est rare de trouver un fils chez un polygone à 4 ou 500 côtés, et jamais 2. Cependant, le fils d'un polygone à 500 côtés peut en avoir 550 ou 600. L'art médical accélère encore ce processus, les médecins peuvent fracturer et recomposer les côtés minuscules des nouveau-nés des classes supérieures. Cette opération risquée permet parfois à un polygone de 2 ou 300 côtés de sauter 2 ou 300 générations, doublant ainsi le nombre de ses ancêtres et la noblesse de sa descendance. Plus d'un enfant est sacrifié, 1 sur 10 survit l'ambition paternelle,
est telle que presque tous les fils aînés des nobles proches de la classe circulaire sont placés, avant l'âge d'1 mois, au gymnase circulaire néothérapeutique. Au bout d'1 an, le succès ou l'échec est connu souvent, une tombe s'ajoute au cimetière, mais parfois, un enfant est rapporté, devenu un cercle selon la coutume, incitant d'autres parents à des sacrifices domestiques. La doctrine des cercles se résume en la maxime « Occupez-vous de votre configuration ». Tout enseignement, politique, ecclésiastique ou moral, vise l'amélioration de la configuration individuelle et collective, subordonnée à celle des cercles. Les cercles ont réprimé les hérésies suggérant que le comportement dépend de la volonté ou de l'effort. Pantocyclus, qui matéra la révolte des couleurs, fut le premier à convaincre que la configuration fait l'homme. Si l'on est isocèle avec 2 côtés inégaux, on tournera mal sauf à les égaliser dans un hôpital isocèle. Si l'on est triangle, carré ou polygone irrégulier, on doit entrer dans un hôpital régulier, sinon on finira en prison ou sous l'angle du bourreau. Pantocyclus attribuait toutes les déficiences et crimes à des déviations par rapport à la régularité parfaite, dues à des collisions, un manque d'exercice, des efforts excessifs ou des changements de température provoquant expansion ou contraction. Ainsi, la bonne ou mauvaise conduite ne relevait ni de la louange ni du blâme, mais de la précision des angles ou de l'égalité des côtés. En théorie, cette doctrine est indiscutable, mais en pratique, elle pose des problèmes. Si un isocèle brigand argue qu'il vole à cause de son irrégularité, le magistrat le condamne à mort. Pour les petites difficultés, comme la désobéissance d'un petit-fils hexagonal excusé par un changement de température, le narrateur préfère administrer une correction, supposant qu'elle influencera favorablement la configuration, bien que cette idée ne soit étayée par rien. Beaucoup de cercles, en tant que juges, utilisent louange et blâme, parlant de bien et de mal, avec véhémence, comme si ces entités étaient réelles et le choix possible. Pour imposer la configuration, les cercles inversent le commandement de l'honneur familial. Chez eux, après les cercles, c'est le petit-fils, puis le fils, que l'on doit honorer, non en le gâtant, mais en subordonnant les intérêts du père aux siens, pour le bien de l'État et de la descendance. Le point faible du système réside dans les relations avec les femmes. Pour éviter les naissances irrégulières, il faut choisir une épouse sans tare héréditaire. L'irrégularité mâle est mesurable, mais celle des femmes, invisible car droite, doit être détectée par des pédigrés rigoureux supervisés par l'État. Sans pédigree certifié, aucun mariage n'est autorisé cependant. Les précautions diminuent avec l'élévation sociale. Un isocèle ambitieux exige une épouse parfaite. Un carré ou un pentagone remonte à la 500e génération, un hexagone ou un dodécagone est plus négligent. Un cercle peut même choisir délibérément une épouse dont l'arrière-grand-père était irrégulier, séduit par son éclat ou sa voix douce. Ces mariages sont stériles ou entraînent une irrégularité, mais la perte de quelques côtés chez un polygone développé passe inaperçue et peut être compensée par une opération au gymnase néothérapeutique. Les cercles s'inclinent aussi devant la loi de l'infécondité, conséquence de l'infériorité. Si cette habitude persiste, la classe circulaire diminuera, menaçant l'effondrement de la Constitution. Un autre danger concerne l'éducation féminine il y a 300 ans. Un cercle suprême décréta que les femmes, dépourvues de raison mais riches en émotions, ne devaient pas recevoir d'éducation mentale. On cessa de leur apprendre à lire et même à compter les angles. Leurs facultés intellectuelles déclinèrent ce système, le quiétisme est toujours en vigueur. Le narrateur craint qu'il ne préjudicie au sexe mâle, les obligeant à une existence bilingue et bimentale. Avec les femmes, les hommes parlent d'amour, devoir, bien, mal, clémence, espoir, concepts irrationnels inventés pour contenir l'exubérance féminine. Entre eux, ils utilisent un vocabulaire différent. L'amour devient prévision de bénéfices, le devoir nécessité ou convenance. Ils feignent une extrême déférence devant les femmes, mais les considèrent derrière leur dos comme des organismes dépourvus de raison. Leur théologie diffère également. Le narrateur craint que cette double éducation, imposée dès l'âge de 3 ans, lorsque les enfants sont arrachés à l'affection maternelle pour désapprendre leur langue maternelle et apprendre l'idiome scientifique, ne soit un fardeau trop lourd. Les jeunes gens éprouvent déjà des difficultés à saisir la vérité mathématique, comparée aux ancêtres d'il y a 300 ans. Il ne mentionne pas les dangers si une femme apprenait à lire ou si un enfant mâle révélait les secrets logiques à sa mère. Il se borne à signaler le risque d'affaiblissement de l'intellect masculin et demande humblement aux autorités supérieures de reconsidérer les principes régissant l'éducation féminine. Chapitre 9.
C'était l'avant-dernier jour de l'année 1999 et le premier jour des grandes vacances. Après avoir consacré sa soirée à la géométrie, l'habitant de Flatland se retira dans sa chambre, l'esprit préoccupé par un problème sans solution, et sombra dans un rêve. Il vit alors une multitude de petites lignes droites, qu'il identifiait comme des femmes, mêlées à des points brillants, tous se déplaçant d'avant en arrière sur une seule et même ligne droite à la même vitesse. Un bruit confus s'élevait de cette foule, alternant avec des silences. Tentant d'interroger l'une des plus grandes de ces créatures, l'homme obtint une réponse inattendue. Celle-ci n'était pas une femme, mais le monarque du monde, qui demanda à l'étranger d'où il venait dans son royaume, l'Inland. Bien que surpris, l'homme s'excusa et demanda une description de ce domaine. Le monarque, persuadé que sa ligne droite constituait l'unique monde et l'espace entier, avait du mal à comprendre que l'interlocuteur ignorait ces évidences. Il expliqua que hors de sa ligne, tout n'était que néant absolu, car le vide implique l'espace qui n'existait pas pour lui. La vue de ces sujets, hommes et femmes, se limitait à un seul point. Seule la voix permettait de distinguer le sexe ou l'âge. Comme chacun occupait entièrement le chemin étroit de l'univers et ne pouvait contourner personne, le voisinage était indissoluble, semblable au mariage chez les habitants de Flatland. Étonné par la gaieté du roi dans ce monde monotone, l'homme s'enquit de sa famille. Le monarque affirma que ses femmes et enfants allaient bien, ce qui stupéfia l'homme qui ne voyait autour du roi que des hommes. Il demanda comment il pouvait épouser ou voir des femmes sans les approcher. Le roi répondit avec condescendance que la proximité physique n'était pas nécessaire. Il expliqua que chaque homme possède deux voix, une basse et une ténor, situées aux extrémités de son corps. Les mariages se scellaient par l'harmonie vocale. Chaque semaine, lors d'un mouvement rythmique violent, les célibataires poussaient leur cri le plus doux. À la 50e pulsation, si les voix de l'homme, basse et ténor, s'harmonisaient parfaitement avec celles de deux femmes, soprano et contralto, le mariage était consommé, générant 3 enfants, 2 filles et un garçon, pour maintenir l'équilibre des sexes. Si l'harmonie n'était pas immédiate, les partenaires s'ajustaient progressivement au fil des semaines, jusqu'à la fusion parfaite. L'homme, jugeant le temps venu de révéler la vérité, tenta d'expliquer la nature de Flatland. Il demanda comment le roi distinguait les formes. Le monarque, furieux, affirma que la vue ne pouvait distinguer une ligne d'un point, seul l'ouïe permettant de mesurer la forme par le temps de parcours du son entre les deux voix. Il refusa catégoriquement l'idée de se toucher, considérant cela comme un crime puni de mort, car cela risquait d'écraser les femmes fragiles. Pour le roi, l'ouïe était supérieure et infallible, la voix étant l'essence de l'être. L'homme insista, soulignant l'absurdité de ne voir qu'un point et d'ignorer la notion de gauche et de droite. Il affirma avoir vu le roi et sa suite en se déplaçant latéralement. Le roi nia, croyant que l'homme avait vu les entrailles d'un homme ou rêvait. Il demanda à voir ce mouvement de gauche à droite, l'homme expliqua qu'il lui était impossible de le montrer sans sortir de la ligne, c'est-à-dire hors de l'espace unidimensionnel. Il commença alors à se déplacer perpendiculairement à la ligne. Tant qu'une partie de son corps resta visible, le roi affirma le voir immobile. Dès que l'homme fut entièrement sorti de la ligne, il disparut aux yeux du roi, qui crut qu'il était mort. Dehors, dans le véritable espace, une surface plane, l'homme réapparut en énumérant les positions et dimensions des sujets du roi, prouvant ainsi qu'il pouvait voir leurs côtés et leurs entrailles. Il affirma être le carré, venu de Flatland pour éclairer l'ignorance du monarque. Furieux et effrayé, le roi attaqua l'homme, suivi par une armée de sujets poussant des cris de guerre. Au comble de la terreur, l'homme fut réveillé par la sonnerie de l'alarme du petit déjeuner, revenant à la réalité de Flatland. C'était le dernier jour de l'année 1999, l'homme, assis près de sa femme, regardait mourir le millénaire. Ses fils et petits-enfants s'étaient retirés. Il repensait aux paroles de son petit-fils, un hexagone régulier qui lui avait demandé la signification géométrique de 333. L'homme avait refusé, affirmant que la géométrie n'avait que 2 dimensions. Le petit-fils avait alors déduit logiquement qu'un carré se déplaçant parallèlement à lui-même devait former une 3e dimension. L'homme l'avait envoyé se coucher, le traitant de stupide. Alors que l'homme répétait à voix haute, en tournant le sablier pour la dernière fois, « Cet enfant est stupide », une présence glaciale envahit la pièce. Sa femme, indignée, l'accusa de violer les commandements en insultant son petit-fils. L'homme, incapable de voir quiconque, sentit pourtant une présence et entendit une voix glacée répondre «
Cet enfant n'est pas stupide, et 333 $ a une signification géométrique évidente. Une figure apparut devant eux, la femme, paniquée, crut d'abord à une femme intruse, puis à un cercle, mais la figure changeait constamment de taille, ce qui était impossible pour une forme régulière de Flatland. L'homme, utilisant sa connaissance visuelle, remarqua ces anomalies. La femme tenta de présenter sa belle-mère à l'intrus par le toucher, mais recula horrifiée, ne sentant aucun angle. L'entité répondit qu'elle était un cercle, mais plus parfait que tous ceux de Flatland, plusieurs cercles en un. Elle demanda à parler seule à l'homme, car elle avait un message pour lui. Sa femme, après avoir excusé son erreur et refusé de quitter la pièce par politesse, finit par se retirer. Tandis que les derniers grains du sablier tombaient, marquant le début du 3e millénaire, l'homme se retrouva seul avec l'étrange visiteur. Chapitre 10. Dès que le cri de paix de mon épouse eut cessé de résonner, je m'approchai de l'étranger pour l'examiner et l'inviter à s'asseoir, mais son apparence me figea sur place. Bien qu'il ne présentât aucune angularité, il subissait des variations de taille et d'éclat inconnus. Craignant d'avoir affaire à un criminel ou à une créature monstrueuse, je le touchai malgré moi. À ma stupéfaction, il n'y avait aucun angle, aucune rugosité. Il était parfaitement circulaire, le plus parfait cercle que j'eusse jamais rencontré. Honteux de mon impertinence, je l'excusai longuement l'étranger, impatienté, entama le dialogue en affirmant venir de l'espace. Je lui expliquai que l'espace n'était pour nous que la hauteur et la largeur. Il rit de ma méconnaissance, affirmant qu'il venait d'une 3e dimension, la hauteur, au-dessus et au-dessous, une direction inaccessible, car je n'avais pas d'œil sur mes côtés. Pour prouver sa venue de ce pays des 3 dimensions, il cita des détails intimes sur ma maison. Mes fils pentagones, mes petits-fils hexagones, mes serviteurs, et même l'entrée par laquelle il était venu. Je supposai le toit, mais il affirma avoir pénétré sans ouverture, venant directement d'en haut. Pour convaincre mon scepticisme, il m'expliqua qu'il était une sphère, un solide composé d'une infinité de cercles empilés. En s'élevant hors de notre surface plane, sa section visible se réduisait d'abord en un cercle plus petit, puis en un point, avant de disparaître totalement. Je vis effectivement le cercle diminuer et s'éteindre, puis réapparaître en s'élargissant, mais je restais intrigué, soupçonnant prestidigitation ou magie. L'étranger tenta alors la méthode de l'analogie, il me demanda de concevoir comment un point mobile crée une ligne, et une ligne mobile crée un carré. Il m'invita à imaginer que le carré se déplace vers le haut, hors de Flatland. Ce mouvement engendrerait un solide, le cube, ayant 8 angles solides et 6 côtés. Je refusais de croire à cette entité, hurlant que j'étais la cible de sarcasme, et me ruais sur lui. Mon angle heurta l'étranger sans effet, il glissa hors de ma portée et disparut instantanément, non pas en se déplaçant latéralement, mais en quittant notre monde. Sa voix résonna alors, moqueuse, il allait prouver la vérité par les actes. Il descendit dans la commode verrouillée de la pièce, dont je possédais la clé, et en rapporta une tablette de compte. Je vérifiai. La tablette manquait, il réapparut alors, expliquant que je voyais désormais l'intérieur des objets fermés. Pour preuve ultime, il m'incorpora légèrement le côté, provoquant une douleur sourde mais sans blessure grave. Terrifié par cette intrusion dans mon intimité physique, je criai à l'aide et attaquai à nouveau. L'étranger, sentant l'imminence de l'arrivée de ma femme, décida de m'emporter de force dans son royaume pour préserver le secret de l'évangile des 3 dimensions, malgré mes cris de folie et d'imposture. Une horreur indicible s'empara de moi. Je fus transporté dans un espace où je voyais sans voir, traversant des ténèbres et une sensation nauséabonde. La voix calme de la sphère me rassura. Ce n'était ni l'enfer ni la folie, mais le savoir. J'ouvris les yeux et vis un monde nouveau. La forme circulaire de mon guide était maintenant incarnée et visible sous tous ses angles. Je lui demandai pourquoi je voyais ses entrailles, sans y distinguer cœur ni poumon. Il m'expliqua qu'il était une sphère, composée de multiples cercles, et que je voyais sa surface intérieure, car je n'étais plus limité à une seule coupe transversale. La sphère me fit alors observer Flatland depuis l'extérieur. Je vis ma maison pentagonale, mes fils endormis, mes petits-fils, mes serviteurs et ma femme inquiète. Plus nous montions, plus le champ de vision s'élargissait. Je découvris l'intérieur de chaque maison de la ville, les secrets des mines, les grottes profondes. Frappé d'une terreur sacrée, je déclarai que cette omnivision était l'attribut de Dieu.
La sphère me répondit avec mépris. Un voleur à la tire voyait autant que moi, et cela ne faisait pas de lui un dieu, ni ne le rendait plus juste ou aimant. Nous descendîmes vers la métropole, où les cercles les plus notables se réunissaient en conclave pour le début d'un nouveau millénaire. Mon propre frère, premier secrétaire du Grand Conseil, lisait les minutes d'une réunion précédente. Le Conseil avait décrété que quiconque prétendait avoir reçu des révélations d'un autre monde devait être détruit s'il était isocèle, flagellé et emprisonné s'il était triangle, et envoyé à l'asile s'il était carré ou plus élevé. La sphère me prévint que je risquais la mort ou la prison pour avoir annoncé la vérité. Soudain, la sphère sauta dans le cercle des conseillers pour proclamer l'existence du pays des 3 dimensions. Les jeunes conseillers reculèrent d'horreur devant l'apparition du cercle grandissant. 6 isocèles inférieurs se ruèrent sur lui, le saisirent, mais il s'échappa miraculeusement, disparaissant à leurs yeux. Le président, impassible, ordonna aux témoins d'être bâillonnés et arrêtés pour garder le secret. Il condamna ensuite mon frère à la détention perpétuelle pour son rôle dans la réunion, tout en lui laissant la vie sauve. Relevant de cette vision, je voulus sauter vers mon frère, mais je restai immobile, prisonnier de la volonté de la sphère. Elle m'emmena plus haut pour me montrer les solides, elle plaqua des carrés les uns sur les autres pour former un cube. Je vis une figure irrégulière dont l'intérieur était exposé, me rappelant un criminel monstrueux, mais la sphère me fit toucher l'objet, confirmant qu'il s'agissait bien d'un solide à 6 faces et 8 angles. Grâce à ses explications sur la lumière, l'ombre et la perspective, je compris enfin la distinction entre surface et volume. Cependant, mon appétit de savoir n'était pas satisfait. Je suppliais la sphère de me montrer ses propres entrailles, arguant que si elle était supérieure au cercle, il devait exister un être supérieur à elle-même, combinant plusieurs sphères, dans un espace encore plus vaste. J'invoquais l'analogie mathématique. Si un point crée une ligne, 2 points, une ligne crée un carré, 4 points, et un carré crée un cube, 8 points, alors un cube, en se déplaçant dans une 4e dimension, devrait créer un être à 16 points terminaux, bordé par 8 cubes. Je demandais avec insistance de voyager dans ce pays des 4 dimensions, où je pourrais voir l'intérieur des solides, y compris ceux des sphères. La sphère refusa catégoriquement, affirmant que ce pays n'existait pas et que cette idée était inconcevable. Elle qualifia mes questions de sottises, j'insistais alors sur les récits de visiteurs venus d'ailleurs, qui disparaissaient sans laisser de traces. La sphère admit que ces apparitions étaient souvent attribuées à la folie des visionnaires, à des hallucinations cérébrales. Je rétorquais que si c'était le pays de la pensée, je voulais y être transporté pour y voir mentalement l'intérieur des solides. Je prophétisais une ascension infinie vers la 5e, la 6e dimension, et au-delà. La sphère, furieuse, tonna contre mon audace, mais rien n'y fit un craquement sec, coupa court à mes paroles, suivi d'un autre craquement à l'intérieur de moi-même. Je fus précipité dans le vide, tombant à une vitesse vertigineuse. J'entrevis une dernière fois la plaine monotone de Flatland avant que l'obscurité ne me submerge. Un dernier coup de tonnerre dévastateur retentit lorsque je repris mes sens, je rampais dans mon bureau, redevenu le vulgaire carré que j'étais, écoutant le cri de paix de mon épouse qui s'approchait, comme si rien ne s'était passé. Chapitre 11. Bien qu'il n'eût à peine qu'une minute pour réfléchir, le narrateur sentit, par un instinct profond, qu'il devait dissimuler ses expériences à son épouse. Non pas qu'il craignît une indiscrétion, mais il savait que le récit de ses aventures serait inintelligible pour n'importe quelle femme de Flatland. Il s'efforça donc de la rassurer en inventant une histoire. Il prétendit être tombé accidentellement par la trappe de la cave et être resté évanoui. L'attraction vers le sud étant si faible dans leur pays, cette explication paraissait extraordinaire, presque incroyable, même pour une femme. Cependant, l'épouse dont le bon sens surpassait celui ordinaire de son sexe, perçut en lui une excitation inhabituelle. Elle s'abstint de discuter, se contentant de constater qu'il avait l'air malade et avait besoin de repos. Le narrateur saisit cette occasion de se retirer dans sa chambre pour réfléchir. Rendu à lui-même, il fut pris d'une somnolence avant de fermer l'œil. Il tenta de reproduire mentalement la 3e dimension, et particulièrement le processus par lequel un carré, en se déplaçant, donne naissance à un cube. Les idées n'étaient pas aussi claires qu'il l'aurait souhaité, mais il se rappela la phrase clé, vers le haut et non pas vers le nord. Il résolut de s'y accrocher fermement comme guide vers la solution. C'est en répétant machinalement cette phrase qu'il sombra dans un sommeil profond et réparateur. Pendant son sommeil, il eut un rêve. Il se vit de nouveau en compagnie de la sphère, dont l'éclat nacré témoignait qu'elle avait retrouvé son égalité d'humeur.
Ils se dirigeaient ensemble vers un point brillant, mais infinitésimalement petit. À mesure qu'ils s'en approchaient, le narrateur crut entendre un léger bourdonnement, semblable à celui d'une mouche de Spaceland, mais beaucoup plus faible. Dans le silence du vide, ils durent s'approcher à moins de 20 diagonales humaines pour le percevoir. « Voyez, dit la sphère, c'est à Flatland, au plat pays, que vous vivez, vous avez vu en rêve l'Inland, le pays de la ligne, vous vous êtes élevé avec moi vers les hauteurs de Spaceland, le pays de l'espace. Et maintenant, pour compléter vos expériences, je vous conduis jusqu'au niveau le plus bas de l'existence, Pointland, le pays du point, où il n'y a pas du tout de dimension. » La sphère lui montra une créature misérable. Ce point était un être semblable au narrateur, mais confiné dans le gouffre non dimensionnel. Il était son propre monde, son propre univers, incapable d'imaginer autre chose que lui-même. Il ne connaissait ni la longueur, ni la largeur, ni la hauteur, car il n'en avait jamais eu l'expérience. Il ne savait pas ce qu'était le nombre 2, n'avait aucune idée de la pluralité, car il était pour lui-même l'unique et le tout, bien qu'il ne fût rien en réalité. Pourtant, il semblait content de lui, ce qui, expliqua la sphère, trahit un être vil et ignorant. Il est préférable d'aspirer à quelque chose plutôt que d'être heureux aveuglément et dans l'impuissance. La sphère se tut, et la petite créature émit un tintement minuscule, bas et monotone, distinct comme celui d'un phonographe. Le narrateur saisit ces mots, infinie béatitude de l'existence. Il est, et rien d'autre n'existe en dehors de lui. Interloqué, le narrateur demanda ce que signifiait cette déclaration. La sphère répondit que l'être parlait de lui-même, comparant sa soliloquie à celle des bébés ou des personnes retombées en enfance qui se parlent à la troisième personne. Le point poursuivit son soliloque, il remplit tout l'espace, et ce qu'il remplit, il est. Ce qu'il pense, il l'exprime, et ce qu'il exprime, il l'entend. C'est lui-même qui pense, qui exprime, qui entend, lui qui est la pensée, le verbe, l'ouïe. Il est l'unique, et cependant le tout à l'intérieur du tout. Ah, quelle joie! Ah, quelle joie d'être! Le narrateur, touché de pitié, demanda à la sphère s'il ne pouvait pas ébranler la complaisance de cet avorton, lui révéler les limites de son royaume et le conduire vers une région plus élevée. La sphère répondit que ce n'était pas une tâche facile et invita le narrateur à essayer lui-même. Le narrateur éleva alors la voix le plus fort possible et s'adressa au point « Silence, silence, créature méprisable. Vous vous dites le tout à l'intérieur du tout, mais vous êtes le néant, votre soi-disant univers n'est qu'un minuscule fragment de ligne, et une ligne n'est qu'une ombre si on la compare au... » À peine le narrateur se tut-il que le point reprit de plus belle. Oh, quelle joie apporte la pensée! De quoi n'est-elle pas capable? Elle se présente à lui sur le ton du dénigrement, dans le seul but de rendre son bonheur plus suprême encore. Elle attise en lui une douce rébellion qui conduit au triomphe. Ah, quel bonheur d'être! La sphère expliqua alors, vous voyez le peu d'effet qu'ont eu vos paroles. Dans la mesure où le monarque les comprend, il croit qu'elles viennent de lui-même, car il ne peut concevoir d'autre existence que la sienne, et trouve dans la variété de sa pensée la preuve de ce pouvoir créateur dont il s'enorgueillit. Laissons ce Dieu enfermé dans son royaume du point jouir dans l'ignorance de son omniprésence et de son omniscience. Nous ne pouvons, ni vous ni moi, rien faire pour l'arracher à son contentement. En regagnant le plat pays en flottant sans hâte, le narrateur entendit son compagnon tirer la morale de cette vision. La sphère l'encouragea à rechercher le savoir et à stimuler les aspirations des autres. Elle avoua que l'ambition du narrateur de s'élever jusqu'à des dimensions supérieures à la troisième l'avait d'abord mise en colère, mais une nouvelle intuition lui était venue, et elle ne regrettait pas son erreur. Elle entreprit alors d'initier le narrateur à des mystères supérieurs encore, lui enseignant à construire des extrasolides par le mouvement des solides, puis des super-extrasolides grâce au mouvement des extrasolides, le tout conformément à l'analogie, avec des méthodes si simples que même une femme les aurait comprises. Le narrateur se réveilla heureux, réfléchissant à la glorieuse carrière qui l'attendait. Il décida immédiatement d'évangéliser tout Flatland, proclamant l'évangile des 3 dimensions même aux femmes et aux soldats, en commençant par son épouse. Cependant, il entendit dans la rue les voix réclamant le silence, suivies d'une proclamation du héros. Il reconnut la résolution du Conseil, qui décrétait l'arrestation, l'emprisonnement ou la détention de tous ceux qui pervertiraient l'esprit du peuple par des illusions et déclareraient avoir reçu des révélations d'un autre monde. Ce danger n'était pas à négliger.
Il décida de ne pas faire allusion directement à sa révélation et de s'engager sur la voie de la démonstration, qui lui semblait simple et concluante. La clé de toute l'affaire était « vers le haut et non vers le nord ». Au réveil, cette phrase lui paraissait aussi évidente que l'arithmétique, bien que l'explication ne s'imposât pas encore clairement. Malgré l'entrée de sa femme, il décida, après quelques mots anodins, de ne pas commencer par elle. Ses fils pentagonaux, bien que médecins respectables, étaient nuls en mathématiques. Il pensa alors à un hexagone jeune et docile, ou mieux encore, à son petit-fils, dont les remarques avaient suscité l'approbation de la sphère. Comme il n'était qu'un enfant, il ignorait la proclamation du Conseil, contrairement à ses fils dont le patriotisme envers les cercles aurait pu les pousser à le dénoncer. Il dut cependant satisfaire la curiosité de son épouse concernant la visite du cercle. Il lui raconta un récit compliqué, peu conforme à la vérité, mais suffisant pour la persuader de retourner à ses travaux domestiques, sans mentionner le monde des 3 dimensions. Une fois cela fait, il envoya chercher son petit-fils, sentant que ce qu'il avait vu et entendu lui échappait étrangement, comme une image de rêve, et désirant mettre son habileté à l'épreuve avec un premier disciple. Dès que le petit-fils entra, le narrateur cadenassa la porte. Ils s'assirent côte à côte et, prenant leurs tablettes mathématiques, ils recommencèrent la leçon de la veille. Un point qui se meut produit une ligne droite produit un carré en 2 dimensions. Le narrateur, forçant un rire, dit « Et maintenant, petit garnement, vous vouliez me faire croire qu'un carré, en se déplaçant selon la même méthode, mais vers le haut et non pas vers le nord, produit une autre figure, une sorte d'extracarré en 3 dimensions. Rédite-moi cela, jeune brigand. » À cet instant, le héros proclama de nouveau la résolution du Conseil. Le petit-fils, d'une intelligence inhabituelle, mais élevé dans le respect total de l'autorité des cercles, saisit la situation immédiatement. Il resta silencieux, puis éclata en sanglots. « Cher grand-papa, je voulais seulement plaisanter, et je ne pensais bien sûr à rien de sérieux, et nous n'étions pas, à ce moment-là, au courant de la nouvelle loi, et je ne crois pas vous avoir dit quoi que ce soit de la 3e dimension, et je suis certain de ne pas avoir prononcé les mots « vers le haut et non pas vers le nord », car ce serait stupide, vous le savez bien. Comment un objet pourrait-il se mouvoir vers le haut et non pas vers le nord, vers le haut et non pas vers le nord? Même si j'étais encore bébé, je ne serais pas aussi sot. Que c'est bête. Ah, 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 ah. Ce n'est pas si bête, dit le narrateur, agacé. Il prit un carré mobile et tenta de l'expliquer. Tenez, par exemple, je prends ce carré. Et je le déplace, comme vous voyez, non pas vers le nord, mais, oui, je le déplace vers le haut, c'est-à-dire, non pas vers le nord. En fait, je le transporte quelque part, pas ainsi, mais d'une façon. Son explication déboucha sur le vide, il secoua le carré de tous côtés, au grand amusement de son petit-fils, qui rit de plus en plus fort, déclarant que le narrateur jouait avec lui au lieu de l'instruire. Le garçon ouvrit la porte et s'enfuit en courant. Ainsi s'acheva la première tentative du narrateur pour convertir un élève à l'évangile des 3 dimensions. L'échec avec son petit-fils ne l'encouragea pas à communiquer son secret aux autres membres de la maisonnée, mais il ne désespérait pas. Il comprit qu'il ne devait pas se lier entièrement à la phrase clé, mais procéder à une démonstration globale par l'écrit. Il consacra plusieurs mois à composer un traité sur les mystères des 3 dimensions. Pour échapper à la loi, il parla non pas d'une dimension physique, mais d'un pays de la pensée, d'où une figure pouvait regarder Flatland en voyant l'intérieur de toutes les choses, et où il existait une figure environnée de 6 carrés et contenant 8 points terminaux. Cependant, l'impossibilité de dessiner des diagrammes appropriés, Flatland ne connaissant que des lignes droites, le gêna énormément. Il acheva son traité, intitulé De Flatland à Spaceland, mais n'était pas certain qu'il fût compris. Sa vie était assombrie, tous les plaisirs lui pesaient, et il comparait constamment ce qu'il voyait en 2 dimensions à son apparence réelle en 3 dimensions. 11 mois après son retour, il tenta de se représenter un cube en fermant l'œil, mais n'y réussit pas parfaitement, ce qui accrut sa mélancolie. Il sentait qu'il aurait sacrifié sa vie pour convaincre la majorité, mais incapable de persuader son petit-fils, il doutait de convaincre les cercles les plus éminents. Pourtant, il cédait parfois à son impétuosité, citant des proverbes sur les prophètes considérés comme fous, ou utilisant des expressions suspectes comme l'œil qui discerne l'intérieur des choses. Une fois, il laissa échapper les termes interdits de 3e et 4e dimension. Pour couronner cette série d'indiscrétions,
lors d'une réunion de la société spéculative locale au palais du préfet, après qu'une personne sotte eut lu une communication expliquant pourquoi la Providence avait limité les dimensions à 2, le narrateur perdit tout contrôle. Il raconta le récit exact de son voyage avec la sphère, dans l'espace et dans la salle d'assemblée, décrivant tout ce qu'il avait vu et entendu. Commença par une feinte, attribuant l'histoire à une personne imaginaire, mais son enthousiasme le fit renoncer à toute dissimulation. Dans une péroraison fervente, il exhorte l'auditoire à se dépouiller de tout préjugé et à devenir adepte de la troisième dimension. Il fut immédiatement arrêté et traduit devant le conseil le lendemain, debout à l'endroit même où la sphère s'était manifestée, il fut autorisé à reprendre son récit sans interruption. Mais il pressentait son destin. Le président avait remplacé les policiers de classe supérieure, angularité à peine inférieure à 55 degrés, par des agents de classe 2 ou 3 degrés, indiquant qu'ils devaient être emprisonnés ou exécutés, et que les témoins seraient éliminés pour couvrir l'affaire. À la fin de sa plaidoirie, le président lui posa 2 questions. 1. Pouvait-il indiquer la direction à laquelle il pensait quand il utilisait les mots « vers le haut » et non pas vers le nord? 2. Était-il en mesure, par un diagramme ou une description, autre que l'énumération de côtés et d'angles imaginaires, de faire saisir la forme de la figure qu'il appelait un cercle, une sphère? Le narrateur déclara qu'il ne pouvait rien dire de plus et remit son sort entre les mains de la vérité. Le président fut d'accord et annonça sa condamnation à la détention perpétuelle, ajoutant que si la vérité voulait qu'il sorte de prison pour évangéliser le monde, elle y parviendrait. Il ne subirait que les tracasseries nécessaires pour empêcher sa fuite et pourrait voir son frère, qu'il avait précédé en prison. 7 années se sont écoulées depuis le narrateur est toujours prisonnier, ne voyant que ses geôliers et son frère. Son frère est un excellent carré, juste et sensé, présent lors de la manifestation de la sphère. Le narrateur lui a répété maintes fois les phénomènes de Spaceland et les arguments tirés de l'analogie, mais son frère n'a toujours pas saisi la nature de la troisième dimension et ni l'existence de la sphère. Le narrateur n'a aucun disciple et sent que sa révélation lui a été faite pour rien. Il se compare à Prométhée, châtié pour avoir apporté le feu, mais lui, pauvre Prométhée de Flatland, est en prison sans avoir apporté quoi que ce soit à ses compatriotes. Il espère néanmoins que ses mémoires parviendront à un esprit humain dans une autre dimension, suscitant une race rebelle refusant les limitations dimensionnelles. Hélas, il est parfois écrasé par l'idée que son imagination ne se représente plus exactement la forme du cube, vue une seule fois. Le précepte « vers le haut » et non pas vers le nord, le hante comme un sphinx. Dans ces moments de faiblesse, les 3 dimensions lui paraissent aussi visionnaires que le royaume du point, et les réalités de Flatland lui semblent les lambeaux d'un rêve. Chapitre 12. W. Garnett, dans cette postface à l'édition anglaise, commence par citer une allocution de Clerk Maxwell adressée en 1874 au comité du Cayley Portrait Fund. Maxwell y loue les travaux d'Arthur Cayley en algèbre supérieure et géométrie algébrique, concluant par des vers évoquant une armée symbolique marchant vers les confins de l'espace et du temps, jusqu'à ce que Dickinson puisse la dépeindre en 2 dimensions, permettant ainsi à l'âme trop grande pour l'espace vulgaire de s'épanouir sans frein dans des dimensions supérieures. À cette époque, le concept de dimensions autres que la longueur, la largeur et la hauteur était réservé aux mathématiciens d'avant-garde, qui voyaient dans la 4e dimension et au-delà un simple champ d'action pour pratiquer l'analyse algébrique avec 4 variables ou plus, plutôt que 3 nécessaires à notre espace. Leurs conclusions géométriques étaient considérées uniquement par analogie avec la géométrie à 3 dimensions, sans se soucier de leur impact sur le système de la nature. L'exemple du rejeton plus divin encore de ce divin cube issu du pays des 4 dimensions illustre cette abstraction. Une figure dont les faces sont 8 cubes tridimensionnels et qui possède 16 points angulaires quadridimensionnels. Au XXe siècle, les travaux d'Einstein, Lorentz, Larmor et Whitehead ont démontré qu'au moins 4 dimensions d'espace-temps étaient nécessaires pour expliquer les phénomènes naturels. Il est probable que ce chiffre de 4 ne suffise pas encore. L'unité de l'espace et du temps ne s'impose aux physiciens que lorsqu'ils abordent des vitesses élevées, comparables à celles de la lumière. Même pour des vitesses planétaires comme celle de Mercure, il faut plusieurs siècles pour qu'une divergence par rapport aux trajectoires calculées selon la géométrie euclidienne et les lois de Newton devienne apparente. L'observation des électrons se déplaçant dans le vide à des vitesses proches de celles de la lumière a confirmé les conclusions d'Einstein, obligeant à réviser les notions fondamentales de cinétique et les lois du mouvement à ces vitesses. Le thème de la relativité a suscité un grand intérêt populaire,
dès la confirmation éclatante de la théorie de la gravitation d'Einstein, notamment par la courbure de la lumière passant près de la surface solaire et le déplacement apparent d'étoiles proches du Soleil lors d'une éclipse. L'ouvrage Space, Time and Gravitation du professeur Eddington est présenté comme le meilleur exposé pour les profanes sur ces sujets. Cependant, lorsqu'une grande vérité émerge, des prophètes avaient souvent préparé le terrain. Une lettre anonyme publiée dans Nature, le 12 février 1920, intitulée Euclide, Newton et Einstein, attirait l'attention sur l'un de ces prophètes, le docteur Edwin Abbott, auteur 30 ans plus tôt d'un petit jeu d'esprit appelé Flatland, le plat de pays. Abbott dépeint des êtres intelligents dont l'expérience se limite à une surface plane ou à un espace à 2 dimensions, sans faculté pour percevoir ce qui se passe hors de cet espace ni moyen de le quitter. L'auteur invite le lecteur, conscient de la 3e dimension, à imaginer une sphère descendant sur la surface de Flatland et la traversant. Les habitants, ne voyant pas l'approche de la sphère ni sa solidité, ne perçoivent que le cercle formé par la coupe de leur surface plane. Ce cercle, d'abord un point, augmente graduellement de diamètre, repoussant les habitants jusqu'à ce que la moitié de la sphère traverse la surface. Puis il se contracte, redevient un point et disparaît, laissant les indigènes jouir de leur territoire. Leur expérience est celle d'un obstacle circulaire s'élargissant, puis se contractant, attribuant à une croissance dans le temps ce qu'un observateur tridimensionnel sait être un mouvement dans la 3e dimension. En transposant cette analogie à un mouvement de la 4e dimension à travers un espace tridimensionnel, si le passé et l'avenir de l'univers sont dépeints dans un espace quadridimensionnel visible pour un être conscient de la 4e dimension, alors tout changement ressenti et attribué au passage du temps serait simplement dû à ce mouvement. L'ensemble du passé et de l'avenir existerait toujours dans la 4e dimension. Lors de la présentation de la sphère à l'habitant de Flatland, la 3e dimension implique le temps à travers le mouvement de la sphère. Dans le continuum espace-temps postulé par la théorie de la relativité, la 4e dimension est une fonction temps, et l'élément le plus simple est un événement. Chaque série de sections parallèles du continuum quadridimensionnel présente l'univers tel qu'il existe dans l'espace tridimensionnel aux instants correspondants. Dans les autres directions, les sections impliquent l'élément temps et représentent l'univers tel qu'il apparaît à un observateur en mouvement. Bien que les esprits mathématiques soient satisfaits par les résultats exprimés en symboles algébriques de l'analyse d'un continuum de 4 dimensions, d'autres ressentent le besoin impérieux de se représenter visuellement ces résultats. Pour beaucoup, la sphère du Dr Abbott pénétrant la surface plane de Flatland constitue le meilleur moyen d'imaginer avec clarté ce qu'est la 4e dimension. Merci d'avoir écouté ce livre audio. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines publications.